L'île du docteur Moreau de H.G. Wells, c'est l'histoire d'un étudiant en biologie naufragé nommé Prendick qui est recueilli sur une île par un certain docteur Moreau. Puis cet homme-là fait des expériences de vivisection afin de transformer des animaux en créatures presque humaines. Alors on suit Prendick dans sa découverte de cette île-là avec des créatures immondes qui ont en quelque sorte bâti une société autour de leur existence quasi humaine. Et au fil de l'histoire, ils vont peu à peu retourner à leur état animal suite à la mort du docteur Moreau. Alors, H.G. Wells, c'est un auteur de science-fiction anglais, l'un des premiers, donc c'était à l'époque là, plus de la proto-science-fiction. Il appelait ses histoires des romances scientifiques. Et c'est un auteur très fort, lui-même biologiste de formation. Avec ce roman-là, il explore une quantité assez étonnante de thèmes. Puis c'est de ça que j'aimerais parler, parce que en réalité, dans ce texte-là, il y a beaucoup de degrés de compréhension, beaucoup de niveaux de lecture, justement parce que c'est un texte qui a une thématique très riche, beaucoup plus selon moi que la machine à voyager dans le temps, que même la guerre des mondes, qui sont pas mal ces deux romans les plus connus. Donc c'est ça que j'aimerais aborder, mais avant ça j'aimerais faire une critique un petit peu plus de surface, puis après ça on va essayer d'analyser le texte un peu plus en profondeur en regardant les différents niveaux de lecture. Donc, comme vous le voyez, j'ai le texte dans une édition folio qui comprend également la machine à voyager dans le temps. Donc, l'île du docteur Moreau est la deuxième partie. Faites attention parce que, je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de versions, mais dans cette version-ci, il nous manque le prologue de l'histoire. Un prologue qui n'est pas particulièrement important, mais tout de même, c'est curieux. Je suppose qu'il y a eu différentes versions originales qui ont été publiées. Puis l'ajout du prologue était postérieur à la première publication du livre. C'est mon hypothèse, je suis pas certain de ça. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Moi, j'étais pas particulièrement fan de ce prologue-là, donc c'est pas tant important, mais sachez que il y a une variation dans les versions du texte. Pour ce qui est du reste du roman, c'est un texte qui est à la première personne, comme beaucoup de romans de H.G. Wells, à vrai dire. La très grande majorité, je me rappelle pas, j'ai pas souvenir d'avoir lu un texte qui était à la troisième personne de cet auteur-là. On suit Prendick qui en réalité est un personnage avec une grande personnalité, mais ça de nos jours c'est quelque chose qu'on voit assez rarement, mais à l'époque là, donc la fin du 19e, presque début du 20e siècle, les Anglais aimaient bien écrire des textes avec des personnages principaux un peu fades. Mais voilà. L'intérêt n'est pas dans ce personnage-là, vous l'aurez compris, l'intérêt est dans les idées, comme beaucoup de textes de science-fiction. Puis de ce côté-là, le texte clairement est plus fort. Maintenant, j'aimerais parler du ton, parce que je crois que il y a quelque chose dans le texte qui a été perdu au fil du temps. Lorsque le texte est sorti, c'était considéré comme un texte particulièrement subversif pour ces thèmes dont je vais aborder encore une fois un peu plus tard, mais aussi parce que la mise en situation générale est très gothique, très horrifique, avec des descriptions de créatures qui pourraient en avoir rebuté certains à l'époque victorienne, mais pour un lecteur actuel, ça n'a pas l'impact que ça avait à l'époque. Ça, c'est certain. Il en va de même pour toute la question de vivisection qui est faite par le docteur Moreau. C'est considéré comme un processus très sanglant, très douloureux. Puis, juste l'ambiance sur l'île, de façon générale, est très sombre. Même au départ, là, on commence le texte avec un naufrage, pas avec un naufrage, mais plutôt avec notre personnage principal qui est coincé en mer, qui est rescapé par un paquebot qui passait par là. Puis les personnes qu'il rencontre sur le paquebot, à l'exception du bras droit du docteur Moreau, là, par exemple, le capitaine, c'est un ivrogne. Disons que l'animalité des humains, réellement humains dans cette histoire-là, ressort beaucoup, particulièrement à ce moment-là, mais tout au long, et ça donne un aspect assez sombre à l'histoire. Sinon, en ce qui concerne la qualité de la prose en elle-même, bien évidemment, on a affaire à une traduction ici. H.G. Wells apparemment est un assez bon auteur, mais ça a été un peu dilué dans la traduction, vous l'aurez compris. Puis pour ce qui est de cette traduction-là en elle-même, j'ai pas grand-chose à dire à son propos. Elle fait le travail,
ni plus ni moins. Alors, c'est pas mal ce que j'avais à dire sur le texte en lui-même. Maintenant, passons au niveau de lecture 1. Alors, la première chose qu'on pourrait penser de l'île du Docteur Moreau, c'est qu'il est question si on veut, c'est un récit d'avertissement qui nous montre les dangers inhérents avec le fait de tenter de modifier la nature, tenter d'aller au-delà de la nature. C'est une conclusion auquel on pourrait facilement arriver parce que les animaux, ou plutôt les créatures qui deviennent les quasi-humains ou les presque humains, c'est le terme que je vais essayer d'utiliser, on nous montre que les nouveaux humains, au final, même s'ils ont commencé à former une espèce de mini-société, puis ils sont capables de parler, ils sont bipèdes, attribuer leur n'importe quel trait humain, même s'ils ont eu ces traits humains-là, même si le docteur Moreau a tenté de leur inculquer des valeurs humaines avec une certaine morale, ben, au final, ils sont retournés à l'état de nature vers la fin du livre. Et même, ces créatures-là se sont retournées contre leur créateur, ou plutôt la personne qui les a transformés en humains, le docteur Moreau, qui finit par mourir, comme je l'ai dit précédemment. Donc, à partir de ces points de scénario-là, on pourrait croire que la morale de l'histoire, c'est qu'il y a des limites définies entre l'humain et l'animal. Ces limites-là, elles sont sacrées et on n'a pas le droit d'y toucher. C'est pourquoi Moreau meurt des mains de sa création. C'est pourquoi les presque humains finissent par retomber dans leur animalité originelle. Et donc, connaissant les enjeux du temps, donc aux alentours de 1996, je crois que c'était l'année de publication du texte, il y avait beaucoup de questionnements dans la sphère publique par rapport à la vivisection. Il y a beaucoup de gens qui étaient contre la vivisection. On pourrait croire, en connaissance si on veut, du contexte historique du texte, on pourrait croire que H.G. Wells était contre la vivisection et que c'était donc un texte qui visait à, si on veut, dénoncer ces pratiques-là. Et donc, selon cette piste de lecture-là, on pourrait croire que Moreau est le méchant de l'histoire. Maintenant, il y a un niveau de lecture 2 que j'aimerais apporter qui remet en question un peu le premier. Et ce niveau de lecture-là met en scène le personnage du savant fou, qui est un personnage archétypal qu'on retrouvait beaucoup dans la proto-science-fiction de l'époque. Je vous donne d'autres exemples. Le docteur Frankenstein dans Frankenstein de Mary Shelley, qui est souvent considéré comme le premier livre de science-fiction. Et également le cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde, avec le docteur Jekyll, qui lui aussi est considéré comme un savant fou. Un texte anglais pas mal de la même époque que le livre dont il est question aujourd'hui. Puis, un peu plus tard, je pense dans les années 30, avec Lovecraft, cette fois-ci un Américain, contrairement au texte précédent, on avait l'affaire Herbert West, qui est notamment à la base de son adaptation, là, Herbert West, Réanimateur, qui est un film des années 80 assez connu. C'est des exemples de savants fous justement de cette époque-là, mais j'en ai omis un parmi cette liste-là, et c'est évidemment le docteur Moreau, dont il est question dans le livre d'aujourd'hui. Le personnage archétypal du savant fou servait beaucoup à l'époque à questionner la frontière entre l'humain et l'animal, la frontière entre le vivant et le non-vivant, et de façon plus générale, ça explorait un peu la frontière de ce que la science peut nous permettre de faire et ce que la science ne devrait pas faire. Et donc, ultimement, c'est un questionnement qui est disparu au fil du temps parce que la religion a un peu à peu perdu du terrain. De nos jours, c'est plus une question qui est aussi importante que ça l'était à l'époque, ou du moins c'est une question qui est moins épineuse parce que justement la religion donnait cette impression-là que l'humanité avait quelque chose de sacré, que la nature avait quelque chose de sacré, que la science pouvait enfreindre. Donc, le personnage est un peu disparu au fil du temps, mais pourtant l'histoire d'aujourd'hui est assez... Elle demeure dans l'air du temps. Et donc, pour revenir à la question de la frontière entre l'humain et l'animal, il ne faut pas oublier que Wells était un biologiste de formation et que à cette époque, à l'époque de l'apparition du livre, la théorie de l'évolution, la théorie darwiniste était en progression. Donc, c'était encore sujet à débat dans la société victorienne. Et donc, ce livre-là est une façon d'amener la théorie de Darwin à l'avant-plan en disant justement que l'animal est malléable,
qu'on peut le transformer et que les frontières entre l'homme et l'animal sont inexistantes, ou du moins c'est une frontière qui n'est que théorique. On se représentait autrefois justement l'homme comme dominant sur le monde animal, pour reprendre si on veut, la terminologie religieuse, mais ici les rôles sont un peu plus rendus flous. Et donc ça s'est fait de différentes façons. La première, qui est assez intéressante, assez pertinente selon moi, c'est la question de la morale, parce que c'est là où humain et animal vont diverger. L'humain est représenté comme étant moral de facto, comme étant capable de supprimer ses pulsions animales, tandis que les presque-humains ont besoin de ce qu'ils appellent la loi pour rester dociles, pour demeurer moral. Et donc c'est là où se fait la distinction entre homme et animal dans le texte. C'est pas une frontière qui est concrète, c'est particulièrement montré en rendant les humains dans cette histoire-là plus animal que on pourrait le retrouver dans votre roman habituel. Donc par exemple, le capitaine du bateau que j'ai déjà évoqué précédemment, c'est un homme qui est saoul, qui est représenté comme quelqu'un de complètement antipathique, qui est représenté de façon assez animale. C'est aussi le cas même de notre personnage principal qui, au fil de l'histoire, alors qu'il subit différentes tribulations, différentes péripéties, va devenir de plus en plus animal. Donc il y a un moment qui est particulièrement frappant où je crois que c'est l'homme panthère, ou en tout cas c'est un félin, là, je suis certain de ça. Il attaque directement le docteur Moreau devant tous les autres animaux presque humains, et de là part une scène de poursuite dans laquelle notre personnage principal poursuit l'animal armé d'un fusil et prêt à tuer, ne serait-ce que pour maintenir l'ordre puis la position de supériorité des humains dans l'histoire. Cette dynamique-là est inversée à la fin du texte, où on le voit qui est en train de se cacher dans l'île afin de ne pas tomber sur les bêtes, les presque humains qui sont régressés. Et donc il passe de prédateur à proie, et il est montré de façon très animale, particulièrement à cause de ses derniers moments sur l'île. Alors il y a cette ironie-là qui met en place l'idée que la frontière entre l'animal et l'homme est très faible. Le niveau de lecture 3 veut que l'île du docteur Moreau, ça soit une critique de la religion. Parce que, je l'ai déjà abordé, il y a la loi qui permet de, si on veut, maintenir les presque humains dans un état assez docile pour essayer de contenir le chaos de leur animalité. Puis c'est dit directement que la loi, c'est simplement une invention du docteur Moreau pour garder une certaine cohésion au sein de sa mini-civilisation qu'il a commencé à bâtir avec ses presque humains. Et donc, cet usage-là de la crédibilité pour assurer la domination du docteur Moreau, une domination qui est autant morale que politique d'une certaine façon, c'est pas sans laisser penser à la religion. Donc la religion particulièrement en Angleterre, pays d'origine de H.G. Wells, disons que les Britanniques ont eu une histoire assez remplie lorsqu'il est question d'utiliser la religion à des fins politiques. On n'a pas besoin d'aller très loin, là, je suis pas particulièrement un bon historien là-dessus ou quoi que ce soit, mais par exemple, la monarchie anglaise repose justement sur le fait que cette famille-là a reçu, si on veut, l'approbation divine pour régner sur l'Angleterre. C'est une monarchie de droit divin, et donc, puisque Dieu le veut, il faut respecter leur autorité. Et donc, quand on voit l'histoire de l'île du docteur Moreau sous cet angle-là, quand on pense à qui représente le peuple britannique dans cette histoire-là, c'est évidemment les presque humains qui sont dociles, qui sont stupides, qui vont simplement répéter la loi parce qu'on leur a dit de faire ainsi, parce que leur démiurge, le docteur Moreau, l'a décidé. Et donc, d'une certaine façon, ce texte-là, ça serait une critique du peuple britannique qui est trop docile, qui manque de l'esprit critique pour agir par lui-même, pour, peut-être établir une démocratie, qui sait. Alors, ça serait une critique de cette population-là et de la religion qui est utilisée en réalité comme moyen de coercition. Maintenant, le niveau de lecture 4 est un niveau de lecture un peu plus intéressant. Je pense que c'est mon préféré sur les 5. Il est question de corruption de l'état de nature des presque humains.
Et cette corruption-là, ce serait une métaphore pour parler du colonialisme. Le colonialisme anglais qui, à cette époque-là, était assez important. Pour vous remettre en contexte, en 1896, c'était à peu près le tiers de la population mondiale qui était sous le régime de l'Empire britannique. Alors, cette lecture-là voudrait que les animaux soient amenés à devenir des humains, de la même façon que les peuples colonisés seraient justement exposés à la culture occidentale et exposés à l'industrialisation. C'est un sujet qui était déjà abordé, qui était un point central d'un des textes les plus connus de Wells. Je parle de la Guerre des mondes ici. La Guerre des mondes qui justement mettait en scène cette invasion-là de l'Angleterre puis de toute la planète en réalité, mais ça se passe en Angleterre, là. Ça met en scène l'invasion de l'Empire britannique par des Martiens, des gens venus d'ailleurs. Puis c'est une histoire qui veut en quelque sorte faire un retour du balancier, montrer le revers de la médaille dans lequel justement les colonisateurs deviennent colonisés. Ça joue avec les peurs du peuple britannique de l'époque, qui était justement que les colonies se rebellent, ou pire encore que les colonisateurs deviennent décolonisés. Et donc le 4e niveau de lecture veut que la croissance de cette nouvelle inquiétude-là qu'on retrouvait au sein de la population britannique à l'époque, on la retrouve également dans l'île du Docteur Moreau, ça se voit pas seulement dans la Guerre des mondes. Parce que c'est ce que représentent les presque humains, encore une fois. Ils représentent un peuple qui est opprimé par le Docteur Moreau et qui finissent par se rebeller sous la pression d'un régime de peur, de misère, etc. Alors sous cet angle-là, Wells, il insinuerait que la colonisation, c'est une mauvaise chose. Donc, l'industrialisation, puis l'asservissement des colonies, c'est synonyme de corruption, de la même façon que la transformation des animaux en humains est une forme de corruption qui mène à la douleur. Donc ici, ce que Wells serait en train de faire en réalité, ça serait de dénoncer le colonialisme en évoquant la suppression des cultures des colonisés. Et donc, selon cette lecture, Moreau, c'est un tyran, et sa mort, ça représenterait la fragilité de l'Empire britannique qui essaie de régner à travers la force et la terreur, comme Moreau le fait avec la loi. Mais donc, j'ai 2 commentaires à apporter par rapport à ça. Le premier, c'est que le parallèle entre les colonies puis des animaux, c'est un parallèle qui est assez maladroit, on va se le dire, parce qu'on compare des êtres humains à des animaux, mais également parce qu'on sait très bien que l'Empire britannique, elle a un passé avec le racisme de ce genre-là. Alors, c'est mon premier point. Mon deuxième, c'est que la lecture dont il est question ici est une lecture très progressiste, particulièrement progressiste pour un Anglais de l'époque victorienne. Donc, je ne sais pas à quel point la culture des colonisés était un sujet important à l'époque, même pour un homme aussi progressiste que Wells, je suis pas certain que ce soit ce qu'il avait en tête avec son texte, mais ça demeure une lecture qui est très intéressante, probablement même la plus intéressante. Mais il en reste quand même une que je dois aborder, une théorie un peu plus sombre, mais qui doit être mentionnée. Et donc le dernier niveau de lecture, le niveau de lecture numéro 5, il s'épaissit lorsqu'on sait que Wells était un darwiniste social, ou du moins il flirtait beaucoup avec ce genre d'idées-là à l'époque de l'écriture du roman. Donc il a dénoncé ce genre d'idées-là un peu plus tard dans sa carrière, notamment avec, si je ne me trompe pas, Une utopie moderne, qui est un texte qui est paru peut-être 7 ou 8 ans plus tard, après l'écriture, ou plutôt après la publication de l'île du Docteur Moreau. Mais bon, ça exclut pas le fait que ce sont des idées qui l'ont intéressé beaucoup. Lorsqu'il est question de darwinisme social, souvent on va penser aux nazis, parce que c'est eux qui ont poussé l'idée le plus loin. Mais vraiment, c'est-à-dire avant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont le plus développé cette idée-là, ce sont les Britanniques. Alors c'est pas étonnant de voir un auteur comme Wells, qui est par ailleurs un biologiste, parler de ce genre d'idées. Donc, le darwinisme social, pour faire une explication très brève, là, c'est l'idée qu'il y a différents degrés de civilisation et donc qu'il y aurait des peuples
qui seraient plus évolués que d'autres. Et donc, en regardant l'idée de la théorie précédente voulant que l'île, ça soit une métaphore du colonialisme, que les presque-humains représentent les colonisés et que Moreau représente les colonisateurs, soudainement on a une vision beaucoup plus sombre de ce que voulait nous faire part l'auteur. On comprend alors que l'industrialisation, c'est pas une façon de corrompre les colonies, mais plutôt c'est un niveau de technologie qui est tellement avancé que, selon Wells, les colonisés seraient incapables de le comprendre. Dans l'histoire, les presque-humains finissent par régresser, redevenir des animaux, et ça montre qu'il y a un caractère immuable à leur animalité, autrement dit qu'il y a une hiérarchie évolutive et qu'ils sont inférieurs. Alors selon ce niveau de lecture-là, les peuples colonisés, ils seraient tout simplement incapables de comprendre la culture puis la technologie qu'apportent les Britanniques. Et donc, l'histoire, ça devient un récit d'avertissement plutôt qu'une condamnation du docteur Moreau. Wells renforcerait le racisme à l'égard des colonies en montrant qu'on ne peut pas leur faire confiance, en montrant qu'elles pourraient se rebeller. Donc on revient à la question du déclin de l'Empire britannique. Ici, tout comme dans la guerre des mondes, Wells chercherait à évoquer la peur que les colonies se rebellent. Maintenant, la faille de ce dernier niveau de lecture, c'est que dans le texte, animal et humain sont montrés comme étant très proches, comme étant plus proches qu'on pourrait le croire. Et ça fait un peu effondrer la théorie. Parce que les humains sont montrés comme davantage des bêtes et les bêtes davantage comme des humains, ce qui laisse à croire que la dernière interprétation elle serait fausse. D'ailleurs, il y a beaucoup de romans qui sont postérieurs à celui-ci de H.G. Wells, dans lesquels on montre clairement que Wells était plutôt contre l'Empire britannique, qui avait une vision un peu plus progressiste du colonialisme, mais d'un autre côté, il faisait partie de la société eugénique. Alors, il y a beaucoup de nuances à prendre en compte ici. Selon moi, le niveau de lecture 4 et 5, c'est les deux niveaux de lecture les plus intéressants. Je penche davantage vers le niveau 4 par rapport à l'intention de l'auteur en lui-même. Mais tout n'est pas exclu. Selon moi, il faut quand même faire attention à ce livre-là, puis à l'œuvre de Wells, parce que il a quand même été influencé par beaucoup d'idées qui étaient assez questionnables de nos jours. Et donc, dans un livre qui est aussi étoffé que celui-là, sur le plan thématique, c'est important d'analyser toutes les possibilités par rapport à ce que pensait l'auteur, à ce qu'il essayait de nous dire à travers son histoire. Maintenant, je pense qu'en réalité, le point principal du texte, c'était de parler de vivisection, montrer la différence, ou plutôt le rapprochement qu'il y a entre l'humain et l'animal, ce qui à l'époque était plus subversif que ça l'est aujourd'hui, vous l'aurez compris. Alors voilà, c'était pas mal mon opinion sur l'île du docteur Moreau. Je vous ai présenté aussi plusieurs pistes de compréhension du texte. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se revoit la semaine prochaine. Merci.